Bien, bonjour, je suis le professeur Serge Perrault, je suis rhumatologue et médecin de la douleur. Je dirige le centre de la douleur de l'hôpital Cochin, où nous prenons en charge des patients venant des services de rhumatologie de l'hôpital, également de la médecine interne. Et parmi ces patients, un certain nombre sont des patients atteints de sclérodermie. Donc nous sommes souvent convoqués pour aider vos patients, pour aider les patients atteints de sclérodermie à mieux supporter la douleur, mais d'abord à comprendre comment les traiter et comment mieux vivre avec ces douleurs. Alors dans la sclérodermie, mais de façon plus générale dans les autres maladies, mais dans la sclérodermie, ce qui est particulier, c'est qu'il existe un grand nombre de douleurs. La sclérodermie est une atteinte multisystémique qui va toucher la peau, mais aussi certains organes, le tube digestif, les articulations. Donc dans la sclérodermie, la grande difficulté est d'essayer déjà de comprendre d'où viennent les douleurs. Les douleurs peuvent venir des atteintes cutanées, du syndrome de Raynaud, de l'atteinte de la peau, avec parfois un œdème, parfois aussi des calcifications qui font très mal. Ça peut aussi venir des articulations, quand il y a des arthrites, des articulations déformées. Enfin, ça peut venir du système digestif. On sait qu'il y a des douleurs œsophagiennes, des douleurs intestinales, différentes douleurs donc qui touchent un peu tous les organes dans la sclérodermie. Alors, à côté de la compréhension de l'origine des douleurs et quels sont les organes touchés dans la sclérodermie, il faut aussi comprendre quels sont les mécanismes. On observe de façon globale trois grands mécanismes de douleur. Les douleurs les plus connues, les plus faciles à traiter, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociceptives, c'est-à-dire des douleurs qui sont dues à une activation des récepteurs dans une structure, un muscle, une articulation, la peau. Donc ces récepteurs sont activés et vont donc déclencher un signal qui va jusqu'au cerveau et qui est donc la douleur aiguë, la douleur nociceptive. Le prototype, c'est la poussée inflammatoire, la fracture, l'inflammation d'un cristal, par exemple, d'une calcification, ça donne des douleurs nociceptives. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Là, ce sont des petits nerfs qui sont abîmés. Et donc là, c'est plus une quantité d'information, mais c'est l'information de la douleur qui est perturbée. Les nerfs sont abîmés. Et donc dans la sclérodermie, on a aussi des douleurs neuropathiques. C'est ces nerfs qui ont été abîmés, notamment au niveau des doigts, des articulations, et qui vont donner ici des douleurs à type de brûlure, de décharge électrique, des douleurs un peu particulières, qui vont être traitées différemment, puisqu'ici c'est le signal qui est perturbé. Et enfin, troisième mécanisme de douleur, qu'on appelle douleur nociplastique, ça c'est le cerveau, au bout d'un moment, quand il est tout le temps stimulé, qu'il reçoit en permanence des informations douloureuses, le cerveau va se sensibiliser, va s'activer et va donc donner des douleurs alors que même il n'y a pas de stimulation qui vient de la périphérie. C'est des douleurs permanentes. Ça peut ressembler à ce qu'on appelle la fibromyalgie. C'est des douleurs diffuses qui peuvent toucher les tendons, la peau, les articulations. C'est des douleurs nociplastiques. Et donc chaque mécanisme a bien sûr une évaluation différente, mais aussi un traitement différent. Alors quel traitement pour quel type de douleur? C'est vraiment très important de se poser cette question. Ça veut dire qu'avant d'envisager un traitement, il faut bien évaluer la douleur. Et dans un centre de la douleur, on appelle ça plutôt les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, les CETD. L'évaluation est fondamentale. Évaluer une douleur, c'est déjà la traiter, c'est déjà la comprendre. Et donc, selon la classification dont on a parlé tout à l'heure, douleur nociceptive, douleur neuropathique ou douleur nociplastique, on n'utilisera pas du tout les mêmes traitements. Dans les douleurs nociceptives, on va utiliser plutôt des antalgiques de type paracétamol, anti-inflammatoires, opioïdes, bien sûr selon le patient et selon la possibilité d'utiliser ces médicaments. Dans les douleurs neuropathiques, ce sera plutôt des traitements qui vont agir sur les nerfs, donc des antiépileptiques, des antidépresseurs, même si bien sûr il n'y a pas de dépression ou d'épilepsie, mais c'est des substances qui vont agir sur les douleurs neuropathiques. Dans les douleurs nociplastiques,
On va aussi utiliser des traitements agissant sur des récepteurs neurologiques, comme les antidépresseurs ou les antiépileptiques, mais on va aussi mettre en place toute une approche globale pour améliorer donc la tolérance et la sensibilité à la douleur. Alors, quelles sont les contre-indications à la prise d'antalgique? Il faut savoir que globalement, il y a des contre-indications, hein. Les antalgiques sont des médicaments et que la prise de médicaments doit bien sûr donc, faire suite à une évaluation bien précise de la douleur, mais aussi du patient. Est-ce que le médicament que je donne n'apporte pas un risque, ne risque pas d'être délétère pour le patient? Tous les médicaments ont des contre-indications. Maintenant, ça va dépendre de la dose, de la fréquence d'utilisation. Par exemple, les anti-inflammatoires dont on a très peur, parce qu'ils peuvent être mauvais pour l'estomac, pour le rein, pour le cœur, eh bien, ils ne sont pas non plus complètement contre-indiqués. Quand on a une poussée de calcinose qui fait très mal avec une inflammation, on peut tout à fait donner des anti-inflammatoires, mais on utilisera des anti-inflammatoires faiblement dosés, à libération immédiate et surtout pas de façon prolongée. 24 à 48 heures, c'est possible. De façon plus prolongée, bien sûr, c'est dangereux. Les morphiniques, de la même façon, c'est des médicaments qui sont efficaces dans la douleur, mais qui ont aussi des contre-indications. Quand il y a une insuffisance rénale, ils peuvent s'accumuler. Quand on a des troubles cognitifs, ils peuvent être aggraver les troubles cognitifs, la somnolence. Enfin, quand on a des antécédents psychiatriques ou d'addiction, ils peuvent nous entraîner dans des phénomènes à nouveau d'addiction. Donc attention, on est plutôt dans des contre-indications relatives, mais il faut faire attention. Le paracétamol, c'est un traitement largement utilisé, mais qui aussi, dans certains cas, doit être utilisé avec précaution, surtout s'il y a une dénutrition, si on a des problèmes hépatiques, des problèmes de foie, il faudra réduire les doses. Donc, tous les médicaments sont associés à des contre-indications qui sont parfois relatives et qu'il faut discuter avec le patient pour décider ensemble, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est décider ensemble, en connaissance de cause, des risques mais aussi des bienfaits du médicament, et ces risques et ces bienfaits devront être réévalués à chaque consultation pour vérifier qu'on apporte bien un bénéfice avec ce médicament et qu'on n'a pas apporté les risques avec ce traitement. Alors, les associations dentalgiques sont des approches très intéressantes, puisqu'on l'a vu, les douleurs, il y a des mécanismes très différents, et qu'en utilisant différents médicaments de la douleur, on va pouvoir agir sur différents mécanismes en même temps. Et il y a souvent ce qu'on appelle des douleurs mixtes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs nociceptives et neuropathiques. Le mal de dos, par exemple, c'est souvent une douleur mixte. Donc en utilisant des médicaments qui agissent et sur la part neuropathique et sur la part nociceptive, on peut agir sur un grand nombre de douleurs. Par exemple, associer un antiépileptique et un antalgique standard, ça va être très utile pour des douleurs où il y a un peu de neuropathie et un peu de nociception. Voilà. Donc paracétamol antiépileptique, c'est bien. Utiliser un morphinique avec un anti-inflammatoire, ça renforce l'effet de la morphine. Ça permet aussi d'utiliser des doses plus faibles de morphine. Donc les associations dentalgiques, soit c'est pour agir sur plusieurs mécanismes en même temps, soit c'est pour permettre de réduire les doses de médicaments puisqu'ils se potentialisent quand ils sont utilisés ensemble. Par contre, il y a certaines associations qui sont contre-indiquées. Utiliser deux médicaments de la même classe, c'est dangereux. 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens en même temps, c'est extrêmement dangereux. Utiliser des morphiniques ensemble, sauf s'ils diffèrent par leur durée d'action, c'est peu indiqué. Donc certaines associations sont utiles, d'autres sont dangereuses, donc d'autres franchement interdites, comme l'utilisation de 2 anti-inflammatoires en même temps. Alors le risque de dépendance aux analgésiques existe. Les médicaments de la douleur, et notamment ce qu'on appelle les opioïdes, les dérivés de la morphine, que ce soit des dérivés très puissants comme la morphine, on appelle ça les antalgiques de palier 3,
mais aussi les antalgiques de palier 2, comme le tramadol ou la codéine, exposent à un risque d'addiction de mésusage. Mais pas seulement eux. D'autres traitements, comme les antiépileptiques, notamment la prégabaline, qui est un traitement utilisé dans les douleurs neuropathiques, peut exposer aussi à un risque d'addiction et de dépendance. Donc tous ces médicaments qui agissent sur le système nerveux central doivent être utilisés avec précaution dans différents contextes. Le contexte où on risque le plus d'addiction, c'est les sujets jeunes, les adolescents. Il y a des adolescents qui ont besoin de médicaments pour la douleur, on fera très attention si on utilise des opioïdes ou des antiépileptiques chez ces patients-là. D'autres patients à risque, c'est les patients avec antécédents psychiatriques. Quand on a des antécédents psychiatriques, il faut faire attention. Et enfin, si on a d'autres addictions, si on est donc alcoolique, un antécédent d'alcoolisme ou tabagique ou d'autres addictions, c'est un risque de dépendance médicamenteuse. Alors il faut être malgré tout rassuré. Quand on est bien suivi, on a des signaux pour savoir si on est en train de devenir dépendant. C'est-à-dire, dès qu'on saute une prise, si on ne se sent pas bien, si on a des signes de manque, quand on saute une prise, il faut en parler à son médecin pour essayer de trouver la façon optimale d'utiliser le traitement. Ce n'est pas parce qu'on est dépendant qu'on va arrêter le traitement. Si le traitement est efficace, même si on est dépendant, on pourra le continuer. Par contre, quand on va l'arrêter, là, c'est important de savoir qu'on est dépendant, parce que l'arrêt doit se faire de façon plus progressive. On doit souvent remplacer par un autre médicament. Donc la notion de dépendance, elle est importante à considérer, mais il ne faut pas non plus qu'elle nous fasse, je dirais, considérer les médicaments comme des dangers. Il y a certains patients qui disent « je préfère ne pas prendre de médicaments plutôt que de risquer d'être dépendant ». Je pense qu'il faut en parler de façon plus approfondie. Si on en discute avec son médecin, que le médicament est vraiment un bénéfice, la dépendance pourra être prise en charge d'une autre façon. Donc, il y a dans la médecine de la douleur deux grandes classes de médicaments. Ceux qui vont bloquer le système de la douleur, c'est les antalgiques, c'est les anti-inflammatoires, la morphine, le paracétamol. Et puis il y a ceux qui vont moduler la douleur, qui vont la remoduler d'une façon normale. C'est les antidépresseurs qui, eux, vont renforcer les tonus inhibiteurs, c'est-à-dire ce qui vient du cerveau et qui bloque le message de douleur, ou les antiépileptiques qui, eux, vont stopper l'inflammation et l'activité du cerveau. Donc ces médicaments-là agissent aussi sur la douleur, mais en la remodulant d'une façon plus harmonieuse. Et donc il faut bien expliquer aux patients quand ils prennent un antidépresseur, quand on leur prescrit, que ce n'est pas pour traiter la dépression, c'est vraiment pour agir sur des mécanismes de la douleur, et que comme beaucoup de médicaments, selon la dose, selon le type de médicament, on peut avoir plusieurs effets. Si vous prenez l'aspirine, elle traite la douleur, elle traite aussi la fièvre, elle peut aussi avoir une action sur la coagulation du sang en fonction de la dose. Eh bien, les antidépresseurs, c'est pareil. Selon la dose utilisée, la molécule, on peut agir sur la dépression, mais aussi sur la douleur, indépendamment de la dépression. Alors le CBD à l'heure actuelle est une question extrêmement fréquemment posée par nos patients, douloureux. Le CBD est donc un des composants du cannabis. Le cannabis, c'est des plantes, c'est des plantes dans lesquelles il y a de nombreuses substances, parmi lesquelles les deux plus importantes substances, c'est le CBD et le THC. Le CBD, c'est la part relaxante. Le CBD induit une relaxation, ça diminue l'anxiété. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est en vente libre dans des magasins, dans des officines en France, avec différents pourcentages, et qui est autorisé, mais qui va avoir une action assez modeste sur la douleur. C'est plutôt relaxant, ça permet de se détendre avant de s'endormir, mais quand on est douloureux, on est souvent tendu, et donc ça va pouvoir améliorer la douleur. Ce qui permet vraiment d'améliorer la douleur, c'est le THC, mais lui qui n'est pas autorisé, ou qui n'est autorisé à l'heure actuelle que dans le cadre d'un protocole national réservé aux douleurs neuropathiques, donc bien précises, et là avec une surveillance médicale.
Alors, il existe de très nombreuses techniques non médicamenteuses pour soulager la douleur. On a parlé de tous les médicaments, mais à côté de ça, d'autres approches sont tout aussi importantes et tout aussi efficaces. Une des approches les plus importantes à la portée de tout le monde, c'est l'exercice physique. L'exercice physique, le mouvement, par en soi, a une action sur la douleur. Au niveau périphérique, il améliore les muscles, les articulations, les tendons. Et au niveau central, on sait aussi que ça a une action sur le cerveau. Donc l'activité physique régulière, c'est le meilleur traitement de la douleur de tous les jours, surtout dans une maladie qui touche les articulations et le système locomoteur. À côté de ça, on a d'autres approches plus spécifiques. L'acupuncture, qui va donc avoir une action locale sur les muscles, sur les systèmes de régulation de la douleur. Donc ça marche dans l'arthrose, ça marche dans les migraines, dans les céphalées, dans le mal de dos. C'est assez utile. L'hypnose aussi, et surtout ce qu'on appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire apprendre soi-même à contrôler les mécanismes de la douleur qu'on a à l'intérieur, donc savoir gérer cette douleur. Et ça peut être utile quand on sait qu'il y a un mouvement, un exercice ou un moment de la vie où on va avoir mal. Avant ce moment-là, on peut se mettre en auto-hypnose pour se préparer et pas avoir mal, par exemple quand on monte les escaliers ou quand on doit faire un effort, etc. Voilà. Après, il y a d'autres approches qui sont un peu moins prouvées. Hein, c'est les approches de nutrition, les approches... pour l'instant, en nutrition, on n'a jamais montré qu'il y avait vraiment des régimes qui permettaient de réduire la douleur. Hein, il faut faire attention avec ces régimes qui sont proposés. Il n'y a aucune preuve sur la douleur. Et après, il y a quelques techniques, comme l'ostéopathie, pour des douleurs plutôt aiguës, tendineuses, des blocages, ça peut être utile. Et puis, il y a la kinésithérapie, qui, elle, va être un peu comme l'exercice physique, une réactivation du corps. Donc, il y a beaucoup de techniques non médicamenteuses qui peuvent vous aider et qui doivent être utilisées tous les jours à côté des médicaments. Alors, la douleur existe à tous les âges, mais il est certain que chez les sujets âgés, la fréquence des douleurs est beaucoup plus importante. Avec le vieillissement, on va avoir plus de douleurs articulaires avec de l'arthrose, plus de douleurs neuropathiques, il y a des zonas, du diabète, plus de douleurs un peu de tout type, des tendons, des muscles. Donc il est certain que plus on prend de l'âge, plus on risque d'avoir des douleurs, qu'on soit malade ou pas. C'est important de le savoir, d'autant que les médicaments, avec l'âge, sont parfois difficiles à manier. C'est donc important, plus on prend de l'âge, plus d'avoir des approches non médicamenteuses, de faire de l'activité physique, du yoga, de la relaxation, de l'auto-hypnose, pour gérer ces douleurs qui deviennent très importantes avec l'âge, mais qui ne sont pas une fatalité. Même si on est âgé et qu'on a mal, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se soigner et qu'il faut laisser ces douleurs s'installer. Les douleurs liées à l'âge méritent autant d'attention que les douleurs des sujets plus jeunes. Alors, la douleur, c'est une expérience. Hein. La douleur, c'est une expérience personnelle. Donc, c'est véritablement chacun qui pourra évaluer au mieux sa douleur. Bien sûr, quand on voit un autre souffrir, on peut suspecter son état de douleur et de souffrance, mais on l'approche jamais assez aussi bien que soi-même. Quand on a une douleur, c'est soi-même, on en ressent l'intensité, mais aussi la qualité, est-ce que ça pique, ça lance, dans quelle mesure ça impacte ma vie de tous les jours. Donc l'évaluation de la douleur repose d'abord sur une auto-évaluation. C'est le patient, la personne qui a mal, qui est vraiment le juge de sa douleur. Et l'objectif, c'est pas de comparer la douleur d'une personne à une autre, c'est pas de dire lui il a plus mal que l'autre, c'est vraiment de s'évaluer soi-même sans élément de comparaison. Si je donne une intensité à 10, c'est pas pour me comparer à l'autre qui a 9, c'est surtout pour me comparer à moi-même. Si je prends un médicament, est-ce que 10, je vais pouvoir passer à 5 ou 6? Donc c'est une évaluation personnelle qu'on doit refaire pour voir comment elle évolue, et c'est surtout pas pour se comparer aux autres. Alors la douleur, c'est un phénomène complexe, mais c'est un phénomène extrêmement fréquent. Hein. Dans la vie, quasiment personne n'échappe à la douleur, et heureusement, on ne va pas envoyer tout le monde dans les centres de la douleur. Les centres de la douleur en France, il en existe à peu près 250
structures. Donc c'est un des pays dans le monde où il y en a le plus. Il y a ce qu'on appelle un maillage territorial. Vous trouvez toujours une structure de douleur à peu près à moins d'1 heure de distance de votre domicile. Les délais sont parfois assez longs selon les centres. Ça peut aller jusqu'à 6 mois ou 9 mois, ce qui pour une douleur est extrêmement long. Et plus on attend, plus la douleur va s'aggraver. Donc là, il y a vraiment un scandale et une inégalité selon les territoires. Mais donc les centres de la douleur sont là vraiment pour prendre en charge les douleurs complexes. Les douleurs, soit les douleurs qu'on ne comprend pas. Donc là, il faut un diagnostic et il faut un médecin de la douleur qui va dire est-ce que c'est neuropathique, nociceptif, nociplastique. Donc mieux comprendre la douleur. C'est pour ça qu'on appelle ça les centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Et puis c'est surtout pour traiter les douleurs réfractaires, c'est-à-dire trouver le bon traitement. Souvent, des patients ont essayé pas mal de traitements, un peu n'importe comment, pas forcément aux bonnes doses, pas forcément avec les bonnes associations dont on a parlé. Donc le centre de la douleur, il est là, une fois qu'on a fait un diagnostic, pour dire voilà maintenant la stratégie de prise en charge, la stratégie qui va associer des médicaments, mais pas seulement. C'est vraiment une approche globale. On va avoir plusieurs approches. Les médicaments, l'approche physique, parce que c'est indispensable de faire de l'exercice, de la kiné, de la rééducation, mais aussi l'approche psychologique. Le cerveau, il est toujours impliqué quand on a mal. C'est pas pour autant que c'est psychologique. Il y a toujours une trace psychologique. Et donc, trouver des techniques d'auto-hypnose, de relaxation, de méditation, c'est très important pour mieux supporter sa douleur et pour la faire diminuer. Et parfois aussi, quand on a des soucis personnels, quand on a vécu des choses terribles dans sa vie, il faut aussi en parler. Donc ça, c'est des cas un peu particuliers. Mais donc, le centre de la douleur permet une approche globale, trouver les bons médicaments, trouver les bonnes approches physiques, trouver les bonnes prises en charge psychologiques, tout ça avec plusieurs professionnels. Il y a des psychologues, il y a des infirmières, il y a des spécialistes de rééducation, selon les cas, pour que vous puissiez être pris en charge de façon globale pour des douleurs compliquées. Bien sûr, j'ai quelque chose à ajouter vraiment à destination de l'Association des sclérodermiques de France. Bien sûr, je suis toujours très heureux d'être avec vous en général et de venir jusqu'au Sable d'Olonne. Pas cette année, je m'en excuse. Mais voilà, pour dire qu'on est à vos côtés, on est à vos côtés pour essayer de faire en sorte que votre qualité de vie, vos douleurs soient les mieux soignées, les mieux soulagées. On essaye de faire au mieux. On fait aussi, je dirais, de la recherche. Et là, grâce au soutien de votre association, on a un projet de recherche qui est en cours pour justement comprendre ces mécanismes au niveau du cerveau, ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques dans la sclérodermie. Donc, mieux on comprendra ces douleurs et mieux on saura les traiter. Et donc, cette collaboration qui s'est établie entre votre association, notre service et d'autres centres de la douleur, je l'espère, pourra permettre d'améliorer vos douleurs, votre qualité de vie et votre maladie. Je vous remercie pour votre attention.